Donc, je veux bien appeler les trois intervenants à me rejoindre. Donc, Jean-François Hollet, directeur du CEPRALMAR, Nicolas Lemoigne de l'École des Mines d'Alès et Daniel Bell d'Atelier l'Humain, qui vont nous présenter rapidement ce qu'ils font, et ensuite on aura une discussion à la vitesse de l'éclair pour ne pas déborder. Donc, Jean-François, alors il y a une manette, ouais, par là. Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas qui c'est qui lance la présentation. Je ne sais pas non plus. Ouais. Ok. Donc peut-être déjà très rapide. Alors c'est très rapide, donc je vais vous faire un petit survol de ce qu'est le CEPRALMAR, parce que je pense que peu d'entre vous le connaissent. Donc c'est vraiment un outil qui est au service des professions des filières halieutiques, que ce soit de la pêche ou de l'aquaculture, qui est basé en Occitanie. On est un des 4 centres techniques français qui travaillent pour le développement de ces activités. On existe depuis 40 ans et on est basé sur 7. Administrativement, c'est une association, comme beaucoup de structures qui travaillent en lien entre l'interface entre les entreprises, le monde de la recherche et les collectivités. Et on le retrouve à travers les collèges qui composent le CEPRALMAR, donc un premier qui comprend l'ensemble des collectivités, avec la région Occitanie qui est le principal financeur, un collège des professionnels, donc c'est là que vous allez retrouver, vous êtes sans doute moins familiers, mais les représentants de la profession, donc les comités régionaux, les prud'homies, pour ceux qui connaissent un peu le monde maritime en Méditerranée, les syndicats professionnels, soit pêcheurs ou conchilicole, et un troisième collège où on va retrouver tous les membres, la recherche avec Ifremer, les pôles mer par exemple. Et donc voilà, j'ai un conseil d'administration de façon assez simple, et c'est une structure qui bénéficie de financement sur ces projets, que ce soit européen, région ou des collectivités locales. Très rapidement, une illustration, donc on est un peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. On travaille sur un champ d'activités qui sont très vastes, toujours au contact des professionnels, c'est un peu notre cœur de métier. Et on va travailler sur un panel d'activités où on va tester tout ce qui est amélioration de pratique, d'élevage ou de production en pêche. On va chercher tout ce qui est diversification. L'objectif, c'est vraiment de créer de la valeur ajoutée. Donc en coquillage, aujourd'hui, on pense forcément moule et huîtres, mais il n'y a pas que ça à produire dans les lagunes de Méditerranée. Donc il y a des recherches qui sont menées. Et on apporte aussi pas mal de conseils sur tout ce qui est suivi des ressources exploitées. On contribue à la construction de filières, toujours pour créer de la valeur ajoutée. Par exemple, là, je vous ai illustré avec du recyclage des matières plastiques. C'est une problématique pour beaucoup de professions. Ça l'est aujourd'hui dans le monde de la pêche et de l'aquaculture. Et après, on travaille aussi sur tout ce qui est valorisation des produits pour mettre en avant les produits. Donc vous allez me demander du coup pourquoi je suis là. En fait, c'est juste que depuis 2 ans, on a initié un projet en lien avec les algues. Alors nous, on n'a aucune compétence au départ sur le textile, sur la cosmétique, sur voilà, tout ce qui se passe sur la partie transformation. Par contre, on sait qu'il y a du potentiel sur les algues qu'on va trouver notamment dans nos lagunes en Occitanie. Donc l'idée du projet, c'était d'abord de se concentrer sur 3 espèces d'algues qui sont potentiellement envahissantes sur la lagune de Sals-le-Cat. Donc potentiellement envahissantes, ça veut dire des périodes où elles sont abondantes, des algues qui peuvent créer des problèmes environnementaux pour l'écosystème. Et on s'est dit, voilà, si on arrive à les évacuer et en créer de la valeur ajoutée pour nos professionnels, que ce soit des pêcheurs ou des conchiculteurs, on aura tout gagné. Donc voilà, c'est un projet qui a démarré, où on a du coup mis au point un peu les systèmes de collecte et de pré-séchage, on va dire, sous forme de serre sur le territoire, et un peu essayer de lancer un panel de recherche en termes de voies de valorisation. Donc avec la cosmétique, c'est ce qu'on pensait au départ, et puis on s'est vite rendu compte qu'il y avait potentiellement d'autres sources, en travers le textile, le bâtiment, voilà. Donc ça, voilà, c'est le type de projet qu'on peut mener, et je pense qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Là, on a commencé, c'est le choix par les algues de ramassage. Après, je pense que derrière, on peut aussi réfléchir en production d'algues, c'est-à-dire que si les demandes émergent, on doit pouvoir créer des sociétés qui demain produiront des algues pour fournir un marché si le marché y a. Non, ça marche. Ouais. Hop. Merci. Alors, il faut passer à la présentation suivante. Ouais. Donc, je me représente, Nicolas Lemoigne, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Mines d'Alès. Donc, comme le disait Johanna, nous on intervient plus en amont sur le côté académique. J'attends la présentation. Voilà.
Donc nous, on intervient plus en amont, comme je le disais, du côté académique. Donc on forme des ingénieurs, on développe des recherches et on accompagne des entreprises dans le cadre de projets financés par l'Europe, par la région ou par l'État. Dans 6 domaines d'excellence, le génie civil et le bâtiment durable, les matériaux innovants et écologiques, j'en dirai un peu plus juste après parce que c'est le domaine dans lequel j'interviens, l'informatique et l'intelligence artificielle, industrie du futur, notamment tout ce qui est système embarqué, système mécatronique, l'environnement, énergie et risque, et notamment pas mal de sujets autour de l'eau et de l'environnement, et les ressources minérales et aménagement du sous-sol. Donc vous voyez qu'en fait, dans ces 6 domaines d'excellence, de manière directe ou indirecte, on est en lien potentiellement avec l'eau, que ce soit sur les ressources ou sur l'optimisation de procédés. Voilà. Donc nous, on va recentrer le débat ici sur les matériaux innovants et l'écologie. Donc en fait, moi j'appartiens au Centre des matériaux des mines d'Alès. On est 80 chercheurs et doctorants, post-doctorants à travailler sur ces thèmes-là. Et globalement, ce qu'on développe, c'est des matériaux polymères, composites, des bétons, principalement pour le domaine du transport, du bâtiment, du packaging. C'est vraiment nos domaines d'application. Et depuis plus de 20 ans maintenant, on a recentré la majorité de nos activités de recherche sur le développement de matériaux respectueux de l'environnement, c'est-à-dire à la fois des matériaux biosourcés et également des matériaux recyclés. Donc on réfléchit à la fois au début de vie, finalement, des matériaux, et également à leur fin de vie. Et dans ce contexte-là, en fait, on s'appuie sur 2 piliers de recherche. Le premier, qui est lié à la présentation juste précédente, c'est comment on peut sélectionner et caractériser des biomasses d'intérêt pour fabriquer des matériaux. Donc ça peut être de la biomasse végétale ou algale. On a beaucoup travaillé sur la biomasse végétale, donc on utilise globalement des ressources locales à l'échelle nationale, voire européenne. Donc on a beaucoup de travaux sur les fibres de lin, sur les fibres de chanvre, sur le miscanthus qui commence à se développer aussi en France. On a parlé du bambou ce matin, c'est aussi des ressources qu'on travaille. Et puis plus récemment, on travaille sur les algues, que ce soit des micro ou des macro-algues, pour développer des matériaux. Donc pour ça, on a besoin de travailler avec des biologistes, avec des producteurs et des transformateurs. Donc on a différentes collaborations avec l'INRA, le CIRAD, le LUMA, Eranova, le CEPRALMAR indirectement avec ce projet qui vient d'être présenté. Et puis derrière, en fait, ce qu'on développe nous, c'est des techniques de caractérisation de la biomasse pour pouvoir contrôler la morphologie, la physico-chimie, le comportement mécanique et thermique de ces biomasses. Et donc derrière, une des idées, c'est vraiment de développer des procédés qui soient le moins impactants possible quand on extrait ces ressources pour éviter de retomber en fait dans finalement un bilan écologique qui soit plus mauvais que des matériaux synthétiques. Le deuxième pilier, et c'est l'objet de certains objets qu'on vous a emmenés aujourd'hui sur la table juste dehors, quand on fera la séance de réseautage, c'est l'élaboration des matériaux. On s'intéresse principalement à des procédés plasturgiques, donc c'est de l'extrusion, de l'injection, de la thermocompression. On a tout cela à l'échelle laboratoire, à l'échelle pilote, ce qui nous permet de faire le transfert avec nos partenaires industriels. Et puis on travaille depuis un peu moins de temps, depuis 5 ans maintenant, sur des procédés un peu plus innovants comme l'impression 3D. On vous a emmené des objets aujourd'hui. Ces objets, ils ont été réalisés à base d'algues. Vous pourrez venir les voir tout à l'heure. Ces objets qui ont été réalisés à partir des algues qui ont été fournies notamment par le CEPRALMAR dans le cadre du projet VARA. Et donc l'idée derrière, c'est de s'intéresser à leurs propriétés fonctionnelles. C'est ce qu'on développe. Et principalement, nous, dans le cadre de nos recherches, on s'intéresse aux propriétés mécaniques et thermiques et aux propriétés feu, qui sont vraiment des prérogatives essentielles dans le domaine du bâtiment, du transport et de l'emballage. Voilà. Après, sur le plan de la recherche, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça marche. Donc on fait les liens entre ces procédés, ces structures et ces performances. Donc voilà, globalement, l'activité, elle tourne autour de ça. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de réfléchir à des biomasses qui soient le moins impactants possible. Ça veut dire des ressources locales, ça veut dire des procédés qui ne sont pas économes en énergie sur le plan mécanique, sur le plan chimique, pour éviter de retomber dans des travers associés à l'extraction et à la transformation de la biomasse et développer des matériaux qui soient réellement performants écologiquement. Voilà. Merci de votre attention. On pourra en rediscuter évidemment tout à l'heure. Bonjour à tous. Attends. Comment ça marche? Ah, ok. Voilà. Moi, je suis Daniel Bell, je suis un architecte et project leader chez Atelier Luma. Moi, je vais focaliser sur un projet. C'est une réhabilitation d'un bâtiment sur le parc des Ateliers. Ça s'appelle l'O8.
nous, on avait commencé ce projet depuis 3 ans. C'est vraiment un projet de recherche. Et au début, je vais parler un peu de tout le recherche de matériaux qui vient de la région. Après, je vais parler de la discussion autour de algues et le girement de l'eau dans le bâtiment. Ce projet il est toujours en cours, il n'est toujours pas fini, mais il y a 3 ans, on avait commencé un projet de recherche autour de le matériau qui vient de cette région, notamment le matériau déchet, le matériau pas valorisé ou qui n'est pas du tout recyclé dans le monde de construction. Et dans les 2 images-là, on peut regarder le traitement thermique, le traitement acoustique et tout le matériau qui construit le cloison. Ça, c'est tout avec le paille de riz, déchets qui viennent de le bâtiment, le tige et moelle de tournesol. On avait utilisé 15 de matériaux pour trouver les nouvelles applications pour ce bâtiment qui peut être installé dans plusieurs bâtiments dans la région après. Et aussi, pour le structure, pour les murs porteuses, on avait aussi développé 2 matériaux. Un s'appelle pisé et l'autre avec le brique de terre comprimée. Et ça, c'est aussi avec le béton recyclé, le déchet de poussière de pierre qui vient de la carrière de Sarregon. Et tout le matériau qu'on avait développé pour ce projet, c'est le matériau qui est une déchet ou une chose pas valorisée. Et c'était pour montrer comment on peut construire le bâtiment pour le 20e siècle dans une manière très, très différente. Et après, pour la question d'eau, on avait de l'eau pluviale, eau gris et eau jaune. Et pour l'eau pluviale, c'est plutôt simple. On peut juste recycler, remettre dans le bâtiment, dans les éviers de l'atelier et dans les toilettes. Pour l'eau grise et l'eau jaune, ça vient un peu plus compliqué. Et on avait abordé les 2 questions-là. Comment on peut gérer les 2 ressources? Et après, en regardant en nature, on voit les 2 images. Il y a un qui est good et l'autre qui est not good. Mais le premier, c'est bien parce que ça utilisait les Helophytes pour recycler l'eau grise déjà, et c'est un système qui marche très bien. Et sur l'autre côté, c'est des algues qui mangent trop de nutriments. Et ça cause vraiment un problème dans la nature, mais ça peut être une solution pour autres déchets, notamment l'eau jaune qui vient de le bâtiment. Et après, avec ce nouveau toilette, ça s'appelle le Save Toilet, c'est assez génial parce qu'en fait, ça sépare l'eau jaune de l'eau noire. Et ça nous permet pour mise en place un différent système pour le réseau d'eau dans le bâtiment. Et ça, c'est le premier schéma qu'on avait fait pour repenser le système de l'eau dans le bâtiment. On avait dit avec des algues et avec la séparation dans la toilette, on peut prendre l'eau grise et l'eau jaune et mettre directement dans un bassin d'algues qui mange notamment le nutriment. Et après, passer par les helophytes pour manger le reste. Et après, directement utiliser ce lot dans le jardin pour l'arrosage, pour compléter le cercle. Et après, ça c'est un peu le stade de ce projet maintenant. Il est imaginé avec un bassin d'algues au centre et après avec le helophytes autour. Et après, je vais juste aller pour une coupe là. Il est là. Et après, ça descend sur le système de bassin d'algues, les helophytes. Et après, ça revient dans une buffer tank. Et après, ça vient directement pour arroser le jardin. Et voilà, je pense que c'est fini. Je suis... Ah, ça marche pas. Peut-être dire rapidement, Daniel, est-ce que c'est pas encore implémenté? Attends. Ah, pardon. Il y a une slide qui reste. Après, on voulait filtrer tout l'eau jaune et grise. Il n'est pas encore réalisé, c'est toujours dans le mode de conception.
Mais au fond, il y a une question qui reste, comment on peut utiliser les ressources en algues après le récolte. Ça, c'est plutôt une question pour la plateforme d'algues qui va venir dans l'année 2003. 2023, c'est d'accord, la timeline à peu près d'implémentation du projet. Merci. Donc l'objet, c'était aussi de montrer à travers ces 3 interventions qui couvrent donc 3 domaines très différents, la partie plutôt ressources et filières d'activité, avec les gens comme les pêcheurs ou ostréiculteurs qui sont en contact direct avec ces ressources, donc sur une partie aussi plus sciences de la vie et filières économiques du territoire. Ensuite, on a une partie plus process et matériaux, process et mise en forme. Donc voilà, on développe des formulations de manière très concrète, très appliquée, qui auront ensuite des applications futures, et ça sort de votre laboratoire. Et nous, on essaie de lier ça, et on pense justement les applications de ces matériaux et plus globalement l'infrastructure, comme je disais, le système qu'on met en place autour de ça. Très rapidement, quelques questions pour peut-être éclairer certains points. Jean-François, je voulais savoir si tu pouvais nous dire sur le cas des algues en particulier, si en ce moment par les pêcheurs c'est vu comme une nuisance, ou est-ce que vous arrivez à faire passer l'idée que ça peut être justement une ressource, et comment vous voyez aussi la suite du projet, est-ce que ça peut faire écho en d'autres lieux qui font face aux mêmes défis? Alors, première question sur la partie nuisance, j'ai envie de dire ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a certaines années, ça va proliférer, mais les conditions environnementales vont être telles que visuellement, on ne va pas avoir des mortalités de poissons ou des mortalités de coquillages. Donc voilà, ça perturbe un peu la lagune, mais ça ne se voit pas beaucoup plus que ça. Par contre, effectivement, certaines années, ces proliférations algales, si ça se lie avec ce qu'on appelle la malague, donc les problématiques d'anoxie, ça va créer des problèmes de mortalité, et là, ça a des conséquences assez fortes. Après, il n'y a pas que les algues qui vont générer ça. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est présent pour les professionnels. Après, par contre, il y a le côté plus économique et diversification, c'est-à-dire que on est dans un monde de ressources qui est limité. Donc aujourd'hui, il y a certaines espèces qui sont pleinement exploitées par les professionnels, et les algues peuvent rentrer finalement dans la diversification des produits qu'ils amènent au marché. Aujourd'hui, les interactions qu'on a avec les professionnels, ils sont plutôt observateurs, j'ai envie de dire, prêts à jouer le jeu. C'est-à-dire que si on leur montre un modèle économique qui marche, ils rentreront ça dans le panel des métiers qu'ils pratiquent. Aujourd'hui, on a montré la faisabilité technique de la ramasse. On commence à voir qu'il y a des potentiels de débouchés derrière. Après, il reste quand même des verrous un peu à lever. Je pense, par exemple, nous, on a fait le séchage. Après, ce n'est pas notre métier que de le faire. Ce n'est pas aujourd'hui le métier d'un pêcheur que de sécher les algues. Donc il y a peut-être des maillons de la filière à inventer aussi pour finalement l'utilisateur final des algues puisse s'approvisionner avec un producteur au départ. Ok, on en reste là étant donné le temps. Nicolas, est-ce que, donc très rapidement, comment tu vois le potentiel de concurrence de ces matériaux biosourcés par rapport à des matériaux dits conventionnels, donc qui sont d'origine fossile, en termes de propriété et peut-être économique aussi? Alors ouais, c'est le vrai enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même, je dirais, plusieurs dizaines d'années d'expérience sur le développement de matériaux biosourcés. Il y en a qu'on porte aujourd'hui. Certains ont peut-être des vêtements à base de viscose. C'est une fibre biosourcée. Donc sur certains procédés très anciens, en fait, c'est optimisé. Économiquement, c'est déjà viable. Et sur les sujets dont on parle aujourd'hui, les coûts sont pas si importants, mais ils sont plus importants effectivement que sur des matières synthétiques. Et c'est aujourd'hui l'enjeu et la bascule, c'est qu'on arrive à faire des objets performants. C'est ce que je dis à mes étudiants quand je leur donne le cours. On arrive à avoir des objets qui techniquement répondent à différents cahiers des charges. Il faut adapter les cahiers des charges aussi, c'est-à-dire qu'il y a des domaines en fait, où on ne peut peut-être pas forcément utiliser des matériaux biosourcés, il faut en être conscient, mais il y a des domaines où c'est totalement possible, et des objets de la vie quotidienne. Le design, pour ça, c'est tout à fait un domaine. Le design, le bâtiment, c'est un domaine où le matériau biosourcé rentre
et peut rentrer dans le cahier des charges. Après, il y a des domaines, peut-être du transport, l'aviation, où c'est encore un peu limité, mais on a des projets potentiellement dans le domaine de l'aéronautique, sur pas des pièces de structure, mais des pièces d'intérieur d'avion, par exemple, où les matériaux biosourcés, de par leur légèreté, peuvent apporter un plus. Et donc finalement, je dirais qu'à la fois en termes de connaissances sur les ressources, les procédés qu'on utilise, qui ne sont pas si différents aujourd'hui des procédés standards qu'on utilise pour les matières synthétiques, et les domaines d'application, on est quand même un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on commence à remplir des cahiers des charges qu'on ne savait pas remplir avant. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de projets financés dans ce domaine-là. Voilà. Ok. Et Daniel, bon, il nous reste un peu de temps, mais 15 secondes pour... du coup, je pensais te demander, tu as un avis en général très critique sur les termes de solutions durables. Peut-être que tu veux réagir là-dessus, parce qu'on est quand même dans le thème de la durabilité, donc à l'échelle du bâtiment. Ouais, pour moi, dans une grande échelle, à l'échelle bâtiment, mais le problème, c'est pas le matériau, c'est pas forcément l'extraction, non-extraction. C'est plutôt c'est le problème aussi de l'éducation. Quand vous êtes dans une école pour l'architecture, pour le design, machin, tu comprends bien que tu peux utiliser le matériau qui est sur le marché, le béton, le brique, terre, cuit, le fibre de verre, le fibre de roche. En fait, c'est tout le système qui est un peu qui prend beaucoup de temps pour un peu réagir à ce contexte. Et c'est ça le problème, parce qu'après l'école d'architecture, tu dois reprendre comment on peut vraiment construire dans ce contexte, avec quels matériaux, avec quelles ressources. Et à ce point-là, ça prend 2, 3, 4, 10, 20 ans. Ça prend du temps, mais le problème, c'est plutôt le système. C'est pas Et on essaie d'expérimenter comme ça des voies et d'exporter. Parce qu'il existe, bien sûr, il existe une autre manière de faire, mais c'est clair, ça existe. C'est assez simple. C'est assez simple. C'est juste le système qui est un peu. Ça prend beaucoup de temps pour réagir à ce problème. C'est plutôt là. Ok. Conversation à suivre. Oui, parce que ça commence à se mettre en place, juste pour rebondir, peut-être on n'en a plus le temps, c'est dommage. Mais dans les formations, effectivement, il y a 20 ans, la notion d'écologie, de matériaux biosourcés, que ça n'existait pas du tout, c'était pas une question, et c'était pas par volonté de ne pas le dire, c'est que les gens n'y pensaient même pas, et c'est vrai que dans les formations maintenant, que ce soit en génie civil, bâtiment, matériaux notamment, pour ce que je connais, en tout cas, c'est de plus en plus intégré, et les étudiants viennent pour ça. Ça, c'est aussi le point positif, c'est qu'ils viennent pour ça, et ils n'ont plus forcément envie de travailler comme ils travaillaient avant. Donc ça, c'est... Et je pense que le message qu'on veut faire passer aussi à travers cette table ronde, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est de montrer qu'on n'est pas fournisseur d'une solution à exporter, à dupliquer, etc., mais plutôt d'une méthodologie qu'on voudrait exporter, qu'on voudrait adapter à des contextes différents, et qui, à chaque fois, en fonction des contextes, réunit différents acteurs de cette manière et essaie de trouver des applications les plus adaptées possibles. Voilà. Merci beaucoup. Merci.